Si je t'avais posé, si j'avais posé la question et fait le parallèle entre cette expérience militante de Boudiaf qui a conduit à l'indépendance du pays et ce qui s'est passé après 62, et cette culture, cette démarche de Ali Belhaj très radicale, qui considérait que la démocratie était coffre, qu'il faut réislamiser la société, il faut une remoralisation de la société et qu'il fallait détruire cet État sous cette forme et qu'il fallait installer un État islamique. Dans sa logique, les thèses sont connues, etc. Tu penses bien que lorsqu'il était en prison, il y a sûrement eu des négociations avec ce type. Il y a sûrement eu, c'est dans la logique des choses, de l'histoire des conflits. Et qu'après, sûrement, le pouvoir, il aurait souhaité qu'Ali Belhaj prenne comme les autres. Comme ça, le problème soit placé définitivement. Mais lorsqu'on étudie, à ton avis, ça marque quand même une certaine différence par rapport à la mouvance radicale du fils. Il constitue quand même un cas atypique, une situation quand même... parce que de l'autre côté, on voit que les seigneurs de la guerre, les seigneurs qui croyaient en l'État islamique, etc., on les a bien vus à la fin, que majoritairement, et je parle de ceux qui sont toujours en vie, ils ont tiré profit d'une certaine rente et ils se sont partagés avec d'autres au sein du pouvoir, les seigneurs de la guerre, aussi bien dans l'islamisme radical que dans le pouvoir militaire. Alors ils se sont partagés des choses, etc. Un cas, le chef, le prédicateur, celui qui a fait en gros le fils réel, la base du fils, c'est Ali Belhaj en fait. Lui, rien du tout. Il est content de sa situation, il continue à militer. Chaque vendredi, c'est un cas à étudier. C'est un cas à étudier. Et on ne peut pas ne pas faire un parallèle avec Abbasi Madani, qui a accepté $1 million pour aller se mettre chez les Émirats. Il est au Qatar. Au Qatar, je ne sais pas où il est. Ouais. C'est quand même lamentable. Écoute, est-ce que ça renvoie à la conviction, à la culture, à l'éducation, aux faiblesses des uns et des autres? Je ne sais rien. Il y a une différence fondamentale entre Ali Belhaj et Abbasi Madani. Ali Belhaj, d'abord, il est beaucoup plus jeune qu'Abbasi Madani. Bien sûr. Il n'a jamais été impliqué institutionnellement dans une structuration de... partisan du FLN particulier, par exemple. Ce qui n'est pas le cas d'Abbasi Madani. Bien sûr, Abbasi Madani, en 88, il était, je crois, à la PUI d'Alger. Il était un responsable de la PUI d'Alger au titre de son appartenance au FLN. Donc, il a aussi bénéficié de ce statut. Enfin, jusqu'à 79, il y est. Jusqu'à 79. Voilà, 79. Exactement. Parce que plus tard, il a changé complètement de méthode et de dimension. Il était parti en Angleterre. Il est parti en Angleterre, etc. Exactement. Mais, il y a quand même un problème. Plus tard, au moment où son coéquipier, j'allais dire, Ali Belhaj croupissait dans une résidence surveillée ou dans les geôles, Abbasi Madani accepte un passeport et partir à l'étranger. Et de l'argent. Et de l'argent. Parce qu'accepter un passeport et partir en exil, c'est très dur. Une chose. C'est honorable. Accepter un passeport et de l'argent, ou bien être pris en charge ailleurs. C'est différent. Pris en charge, éventuellement, on peut comprendre, donc comme c'est un pauvre enseignant, il faut savoir ce que c'est que la situation d'un enseignant, et peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'accumuler et de régler sa retraite. Que l'Arabie Saoudite ou que Qatar ou que je ne sais pas qui le prennent en charge, au titre de la solidarité musulmane ou de l'aumône, passe. Mais qu'il se fasse payer rubis sur ongle pour s'éloigner de la scène, pour se retirer, encore que de temps à autre il rouille dans les brancards quand on lui donne la parole. Non. Il y a un phénomène autre qui est semblable à celui de Ali Belhaj, mais qui est différent dans le contenu. Oui. C'est celui d'une certaine élite de l'islamisme à la base, de l'islamisme tout court, du fils en particulier, et d'une aile qui a fait le choix de quitter le pays, de partir à l'étranger, des universitaires qui étaient islamistes, qui étaient fils,
Oui. Au moment où le pays acceptait la pluralité. J'en connais quelques-uns, c'était- parmi lesquels j'ai quelques amis. Mhm. J'ai quelques amis. Ce Moi, sont j'ai- des islamistes Oui, qui revendiquent toujours la légitimité du peuple tout et à la fait. légitimité Tout à électorale et qui, Tout à fait. qui combattent et qui luttent contre le coup d'État de Nous avons, si 92. tu te rappelles, je ne donnerai pas son nom, mais quand nous avons été ensemble à Londres, à l'école à Sciences Po et d'économie, à LSI. LSI, London School of Je ne Economics. sais pas si tu étais avec moi quand j'ai rencontré un de mes anciens collègues de l'université d'Alger et qui est parti. Non, non, j'étais pas avec toi. Moi, j'étais dans l'atelier de réflexion à l'université de Londres, Il était mais connu pour ses- oui. il était connu, fissiste, islamiste, etc. C'est des choses normales à l'époque, non violentes. C'est des C'est universitaires. un universitaire. Il a jugé qu'il ne pouvait plus exercer parce qu'il était constamment sous les colibés, il était harcelé par l'administration, moudayakat, etc. Il est parti. J'ai d'excellents rapports avec lui. Il y a un nombre important de ces gens-là qui sont en Europe, souvent, généralement en Europe, peut-être dans les quelques pays arabes, mais généralement ils sont en Europe plus que les États-Unis Ou que le Canada. ou que le Canada. Ils sont en Europe, ils sont installés, généralement ils ont des statuts respectables de par leur fonction en tant que chercheurs, enseignants, cadres, etc., etc. Il y en a d'autres également qui ont tout perdu Oui. et qui ont changé quand C'est vrai. même de métier pour pouvoir survivre C'est exact. à leur situation nouvelle dans leur pays d'exil. C'est un phénomène également à étudier dans l'islamisme dit, comment dirais-je, intelligent, formé, modéré, comment on peut l'appeler? C'est-à-dire des gens éclairés. C'est-à-dire ce pas des gens, j'allais dire, de bas niveau ou, Non, ou populistes dans l'analyse, ou c'est des gens de formation, etc. Comment peut-on les analyser, ces gens-là? Ils sont dans des groupes différents, dans des associations, dans des groupes, dans des mouvements, Rached et les autres. C'est des mouvements qui se sont constitués en Europe et qui continuent à militer, à agir, à travailler. Nous avons des sites web sur Internet, une chaîne de télévision, des réseaux, etc. et qui continuent à lutter. Ils publient des communiqués régulièrement, ils activent, ils ont des réseaux. Écoute, moi je n'en ai pas beaucoup connu. J'ai eu une expérience, je vais en dire deux mots pour ne pas. J'ai eu une expérience parce que à partir de 1993, j'ai connu un universitaire britannique qui est un grand ami et un ami de l'Algérie. Et c'est celui-là même qui nous a invités. Tu parles de Hugh Roberts, qui a enseigné l'anglais d'ailleurs dans les années 70 à Bouira, Ah oui. mais qui m'a, j'allais dire, intéressé de par ce qu'il a fait, en fait, être enseignant à Bouira d'anglais dans une localité un peu lointaine, même pas au chef-lieu de Wilaya dans les années 70. Il a fait une thèse de doctorat, si tu te souviens, sur l'attitude et le comportement électoral dans la région de Bouira, à l'époque du parti unique. Oui. Et c'est à travers lui que j'ai su, enfin que j'ai compris, pourquoi le parti unique avait-il de tout temps présenté Rabih Betat comme candidat de Bouira et non pas de Constantine, son lieu Il est de Biskra. de Biskra, mais il a toujours été à Constantine, il n'a jamais été le candidat de Il a Constantine. travaillé dans les ateliers de la manufacture de tabac de Ben Chekou. Exactement. Exactement. C'est là, on voit là un Britannique qui est venu en Algérie, mais en fait, c'était pas seulement pour travailler, c'était pour faire des recherches, et il en a fait par la suite une thèse il a défendu une thèse de doctorat sur... Ensuite, il a écrit un ouvrage remarquable sur l'histoire de la guerre d'Algérie dans la région de la Kabylie. Exactement. Livre malheureusement qui est en anglais, je peux te le passer si tu veux. Oui, avec plaisir. Mais malheureusement, je l'ai parce qu'il l'a dédicacé. Donc, je voulais dire un truc lié un peu à ça, c'est donc en 93, il arrive à Alger, il revient à Alger, il prend contact avec moi. Là, je ne le connaissais pas à l'époque. C'est un collègue d'anglais qui le connaissait très bien, qui l'a présenté. Je l'ai invité à la maison, on a discuté, puis il m'a dit, voilà, écoute, j'ai un projet, je voudrais créer une société britannique des études algériennes. Oui, c'est ça. Donc, il m'a dit, est-ce que tu peux me trouver des gens sérieux, etc. Bon, j'ai contacté, il connaissait par ailleurs, je lui ai donné le nom, il m'a dit, je le connais très bien,
Mahfouz Bennoun, il y avait Ali Kenz, il y avait Ahmeda Ben Naoum, il y avait un certain nombre de gens. Donc on est parti pour faire des conférences. Et on a été malmenés. On a été malmenés parce que ça s'est passé à l'école des langues orientales. On a été malmenés parce qu'il y avait à ce moment-là la turbulence islamiste. Il y avait beaucoup d'islamistes. C'était bouillonnant en 93. Et j'avais raconté comment ils avaient été obligés de faire appel à Rachid Ben Aïssa, qui était à l'UNESCO à l'époque. Qui était à l'UNESCO à Paris, qui est venu pratiquement nous insulter, nous traiter de tous les noms, en nous disant vous êtes des communistes, vous êtes des agents de Boumediene, etc. Ce qui ne m'a pas empêché de lui rappeler que la seule fois où j'ai été arrêté et mis dans un commissariat, c'était parce qu'il m'avait dénoncé. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. C'est ça. Donc, Rachid Ben Aïssa également, ouais, comme ancien disciple de Ben Nabi, dans les années 60 et début des années 70, est également un cas d'étude. Absolument. Il faut peut-être l'étudier aussi, absolument. parce qu'il n'est pas islamiste comme les autres, il n'est pas, libéral comme les autres. Pas du tout. C'est un cas à étudier. Presque pathologique. Je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Moi je ne sais pas. Moi je le connais, mais je ne sais pas. Mais c'est assez... Donc à partir de cette expérience, je suis revenu 2 ou 3 fois après. Parce qu'il m'a demandé de revenir faire des conférences à titre individuel sur les élites. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux élites. Et donc je suis revenu et franchement, ça s'était détendu. C'était beaucoup plus détendu. Il y avait donc d'abord moins de monde, il y avait juste des Algériens. Parce que la première, au risque de me répéter, la première fois qu'on avait été donc, pour l'inauguration des cycles de conférences pour la création de la société britannique, on a eu un parterre, dans les 2 premières rangées, c'était pratiquement tous les ambassadeurs présents à Londres. Parmi lesquels, au premier rang, l'ambassadeur d'Israël. Et le seul ambassadeur qui était absent, c'était l'ambassadeur d'Algérie. D'ailleurs, Bennoun lui a passé un savon par la suite parce que... D'ailleurs, la dernière fois, est-ce que tu sais qu'il y a moins d'un mois, j'ai reçu sa fille, qui est professeure de droit international à l'université de Newark, et elle est venue pour faire un certain nombre d'articles. Et elle les a publiés, sur le journal britannique The Gordon. Et elle est excellente, elle est extraordinaire, ça lui a fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, je lui ai présenté un bon nombre de nos amis qui connaissaient, bien sûr, le professeur Feu, le professeur Bennoun, un grand moujahid, un grand intellectuel, anthropologue, sociologue, historien, qui a fait beaucoup pour l'université, pour la recherche, la réflexion, qui est mort aux États-Unis et qui est resté enterré aux États-Unis. C'est exact. Donc, comment tu analyses le phénomène de ces islamistes éclairés? Majoritairement, c'est des universitaires, des chercheurs, des cadres, des diplomates, des gens, etc. Même d'anciens militaires qui étaient au sein des services, etc. Comment est-ce que c'est un nouveau type d'opposition dite islamiste? Une nouvelle élite qui n'arrive pas à revenir au pays pour pouvoir s'organiser. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose de l'étranger? Comment tu analyses ses idées, son discours, etc. Je sais que c'est trop de questions, c'est lourd comme question, mais c'est juste pour justement ne pas oublier cette frange de l'islamisme. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a d'abord un truc qui me paraît être important. Mis à part comme on avait parlé des seigneurs de guerre, je vais parler des grands ténors. Les ténors agitateurs, ceux qui veulent bien se mettre sous les feux de la rampe. Je parle évidemment de Haddam. Haddam qui, le jour de l'attentat du boulevard Amirouche, s'est présenté sous le Capitole aux États-Unis avec une caméra. Il a commencé à déblatérer en disant, etc. et en revendiquant l'attentat. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu. À part ce cas, il y a eu, je crois, 2 ou 3 cas en Europe, surtout en France et en Grande-Bretagne. Le seul qui m'a toujours posé un problème d'appréciation de sa conduite, c'est Rabah Kbir. Rabah Kbir a fait beaucoup dans la retenue.
peut-être qu'il était très encadré par les Allemands. Les Allemands sont très regardants. Bon, le personnel politique. Moi, je vais parler des autres. Des élites, des élites intellectuelles, scientifiques, qui sont actuellement en Suisse, en France, en Grande-Bretagne. Je voudrais, pour qu'on puisse un peu les apprécier de manière objective, les comparer à leurs homologues qui se disent ou sont démocrates et qui se trouvent essentiellement en Europe continentale. Parce que la plupart sont francophones, donc ils sont soit en Belgique, soit en France,